Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Pourquoi ce gros blues? Il y a beaucoup de raisons qu'on avait déjà abordées il y a peu de temps avec Perrine Saleh, mais aujourd'hui, on parle de la réforme de la PJ, la police judiciaire, réforme qui a été déjà expérimentée dans 3 puis 5 nouveaux départements et qui doit être généralisée en France à partir de 2023. Ce projet est porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux, qui prévoit de placer tous les services de police d'un département, renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire, sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale, dépendant du préfet. Donc de ce fait, les policiers ne dépendraient plus du ministère de la Justice, mais du ministère de l'Intérieur. Alors, nombre d'enquêteurs de la PJ ont montré leur mécontentement, leur grogne. Ils estiment que cette réforme ne permet pas d'aller au fond des choses et d'empiéter sur les véritables trafics de drogue. Pour eux, l'échelon départemental n'a pas de sens en termes de lutte contre la criminalité organisée. Ils craignent une dilution de leur spécificité et la fin de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir administratif. Et puis certains considèrent même plus fortement que la séparation des pouvoirs ne serait tout simplement plus respectée. Alors quels sont les tenants et les aboutissants de cette réforme? Pour en parler, nous sommes avec Loïc Hervé. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie, membre de la CNIL également, et vous êtes membre de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, je vais y arriver. Et il se trouve que la Commission des lois a auditionné M. Frédéric Veaux, notamment, directeur général de la police judiciaire, hier, à ce sujet, sur l'organisation de la police judiciaire. Donc, vous nous expliquerez quelles ont été les réponses, notamment de Frédéric Veaux. Et puis, nous sommes avec Alexandre Langlois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes policier, secrétaire général du syndicat Vigie et candidat, fondateur du mouvement. Non, ça c'est... On va citer votre livre alors. Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma Éditions. Alexandre Langlois, peut-être je vais commencer par vous, si vous pouvez nous redonner peut-être selon du côté de la police, quels sont les risques de cette réforme? Alors les risques, déjà, il y a quelque chose, il faut savoir que dans la police judiciaire, c'était un service prestigieux où tout le monde voulait postuler. Et donc quand les gens y arrivent, c'est qu'en général, ils sont contents, ils ne veulent plus bouger. Aujourd'hui, il y a un mouvement de grogne historique dans la police judiciaire où les gens, justement, sont en deuil de leur travail, sont en deuil de leur service. Donc il y a un réel malaise, il y a un profond mécontentement. Parce que c'est des gens qui ont tout donné pour leur travail, parce que quand on est en police judiciaire, on ne compte pas ses heures. Donc quel est le risque de cette réforme? En fait, c'est de reproduire les erreurs du passé, en fait. Il y a eu une réforme en 2008 des renseignements généraux qui ont été mis sous la tutelle des directions départementales de sécurité publique, en passant information générale, puis renseignement territorial. À l'époque, la réforme, ceux qui ont mis en place cette réforme sous M. Sarkozy avaient dit « Vous inquiétez pas, vous aurez exactement les mêmes moyens et la même indépendance qu'avant ». Ça s'est terminé avec la sécurité publique qui a siphonné les moyens des renseignements généraux parce qu'effectivement, il y avait aussi des commissariats insalubres, mais donc les budgets n'ont pas été constants. La deuxième chose, c'était de la perte d'autonomie. Et après, la dernière chose, c'est que quand un directeur avait besoin de boucher des trous, par exemple, pour faire la circulation au début, certains agents des renseignements généraux sont retrouvés à la circulation. Ce qui n'est pas mal en soi, mais ce qui, en fait, quand on a une spécialité, on a besoin de discrétion, on a besoin de faire des choses très particulières. Nous ne sommes pas des pions interchangeables. Et ce qui va se passer avec la police judiciaire, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, il y a déjà des services départementaux qui sont en charge des stupes ou de certains sujets judiciaires qui existent déjà, qui dépendent de la sécurité publique. Et après, la police judiciaire, elle, justement, était au niveau régional et national pour gérer des sujets transversaux et qui dépassaient les cadres départementaux. On va se retrouver juste concentré sur un petit périmètre, ce qui est, la criminalité, elle n'a pas la logique de l'État de se mettre par département et national, voire international. Et la deuxième chose aussi, c'est que il y a ce côté tutelle du préfet par rapport à tutelle du procureur, parce qu'avant, tous les policiers qui ont une qualification judiciaire d'officier de police judiciaire dépendent à la fois de la justice, en tant qu'officier de police judiciaire avec une notation faite par les procureurs généraux, et ils sont aussi sous tutelle du ministère de l'Intérieur pour leur carrière et leur avancée administrative de carrière. Donc ils ont le double tutelle, mais avec une indépendance au niveau de leurs enquêtes. C'est-à-dire quand un magistrat leur donne un ordre, ils exécutent l'ordre du magistrat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si un préfet leur dit attendez, moi j'ai des statistiques à rendre et des choses à faire? C'est ce qui s'est passé à Marseille il y a quelques années. Il y a des falsifications des chiffres de la délinquance qui ont eu lieu en disant la délinquance baisse, donc on baissait au lieu de, par exemple, un vol à l'arraché sur un téléphone
téléphone portable, ça se transformait en vol simple. Une tentative de cambriolage se transformait en dégradation sur la porte de la personne s'il n'y avait pas eu vol, etc. Donc des habiles statistiques. Et ce qu'on a vu le lendemain de l'annonce des publications des chiffres de la délinquance, des règlements de compte à la Kalachnikov dans les cités marseillaises. Et nos collègues de l'APJ nous a dit ça va se produire en fait, parce que nous on n'est pas du tout sur ces statistiques, on travaille sur le fond et le grand banditisme. Ouais. Donc ça c'est une qualité qu'on va perdre également, a priori. Et au final il y a aussi sur cette indépendance vis-à-vis du préfet aussi, c'est qu'il y a une question que certains collègues qui travaillent avec le parquet financier ont posée, qui va s'occuper des enquêtes financières qui des fois peuvent toucher le politique, et le préfet étant directement nommé par le ministère de l'Intérieur, quelle est la garantie d'indépendance de l'enquête. Donc il y a toutes ces questions en boîte et en série qui montrent que en fait c'est une réforme budgétaire, une réforme pratique, et qu'on ne veut plus de la police judiciaire et des grosses enquêtes qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent, mais qui sont pourtant essentielles et nécessaires pour lutter contre le crime en France. Bien sûr, mais en plus, Alexandre Langlois, précisons avant de donner la parole à Loïc Hervé, que donc la PJ serait désormais sous la tutelle du préfet, et les préfets eux-mêmes ont la réforme de leur corps qui a été mise en place. Donc finalement, ce ne sont que maintenant des pièces qui sont, comme vous le disiez, interchangeables, et la spécificité de chaque corps est vraiment petit à petit dissolue, on a l'impression. C'est un petit peu l'idée, c'est qu'on veut faire que des choses des policiers interchangeables, mais on voit bien que la qualité n'est pas là. Quand on fait du renseignement, c'est une mission particulière. Quand on fait de la police judiciaire à haut niveau, c'est une qualité particulière. Quand on fait de la sécurité publique, c'est autre chose. Quand on fait du maintien de l'ordre, c'est encore autre chose. C'est ce qu'on a pu voir aussi ces dernières années en envoyant des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Ça fait quelque chose de catastrophique. Et en fait, la police, on a l'impression que c'est de jouer des politiques depuis des années. Et cette réforme, en fait, de lisser la police pour que tout le monde soit uniforme et ne soit plus spécialisé, ne soit plus apporter ses compétences particulières, ça avait commencé dès 1995, où à l'époque déjà il y avait eu la réforme entre les enquêteurs et les inspecteurs avec les officiers de paix et les gardiens de la paix, où avant il y avait deux cadres différents pour ceux qui étaient plus sur des enquêtes et du renseignement et ceux qui étaient plus sur la voie publique. On a fusionné les deux avec des compétences interchangeables, et malheureusement en fait la police se prive d'un recrutement de qualité parce qu'il y a des gens qui sont très pertinents pour être en intervention et d'autres qui sont plus pertinents sur des missions d'enquête ou de renseignement. Donc en fait on est en train de casser la police de fond en comble, et ça c'est l'aboutissement final où en fait il y aura plus de spécialité, on sera tous des numéros interchangeables, et c'est le drame en fait d'être géré par des statistiques, des tableaux Excel, plutôt que d'avoir réellement des gens qui gèrent des ressources humaines avec qui sera compétent à tel endroit, quelles sont la plus-value pour la société. Là, c'est la plus-value pour la propagande gouvernementale, malheureusement. Alors, Loïc Hervé, vous avez auditionné, vous avez fait partie de cette audition dans le cadre de la mission d'information de Monsieur Frédéric Vaux, directeur général de la police judiciaire, sur ces questions notamment. Quelles ont été les réponses que vous avez... D'abord, les questions que vous avez posées, les réponses que vous avez reçues. Alors, pardon Clémence Oudiakova, je ne veux pas vous contredire, mais Frédéric Vaux est directeur général de la police nationale. Oui. Et pas de la police judiciaire. Ah oui, pardon. Non, mais c'est important parce que c'est pas évidemment qu'un lapsus. La police nationale est une institution qui a un directeur général à sa tête, qui est actuellement le préfet Frédéric Vaux, et le gouvernement veut mener une réforme de la présence territoriale de la police nationale avec une forme d'unification. C'est vrai, de la présence de la police nationale à l'échelle départementale. Donc le Sénat, qui aujourd'hui est en train d'étudier la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, parce que c'est cette réforme-là qui est d'abord devant les parlementaires, a lancé en parallèle de cet examen de la loi qu'on appelle la LOPMI, une mission d'information confiée à deux sénateurs, Jérôme Durain et Nadine Bellureau, un sénateur PS, une sénatrice LR, mission d'information sur les questions de réforme de la police judiciaire. Et donc hier, nous avons une audition publique que vous pouvez tous et toutes regarder ou revoir du préfet Vaux, qui n'est que le début des discussions que nous allons avoir sur cette question-là. Si sur les grands principes, on peut être assez d'accord avec le gouvernement, notamment sur le fait d'avoir un interlocuteur unique à l'échelle départementale, comme d'ailleurs on peut l'avoir pour d'autres grands services, je pense aux gendarmes, je pense aux sapeurs-pompiers. Effectivement, la question des conséquences sur le fonctionnement spécifique de la police judiciaire nous interpelle. Donc, je crois que le Sénat n'est pas hostile à toute réforme, mais il veut évidemment préserver la spécificité, notamment d'indépendance par rapport aux enquêtes, de rattachement et de compte à rendre vis-à-vis des magistrats qui sont ceux des policiers de la police judiciaire. Mais ça n'est que le début. Cette mission va durer 3 mois. Oui. Elle va aller voir ce qui s'est passé sur le terrain, parce que ce que peut-être mon prédécesseur n'a pas évoqué,
c'est que on a une expérimentation qui est déjà en cours Tout à fait. dans plusieurs Je l'ai départements. précisé dans l'introduction, oui. Je pense notamment au département de la Savoie, qui est mon département voisin. Nous, les sénateurs, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment se passent ces expérimentations dans les territoires. Alors, Loïc Hervé, si vous voulez bien, voir ce que ça donne. vous allez nous en parler de cette expérimentation, mais il est 8h01, on fait un rapide point sur les informations et je vous redonne immédiatement la parole. La vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et pour cette table ronde, je suis toujours avec Loïc Hervé, sénateur UC de Haute-Savoie, co-rapporteur du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, le LOPMI dont vous parliez tout à l'heure, et puis membre de cette commission des lois qui a effectué cette audition de monsieur Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale. Et c'était hier. Et puis nous sommes également avec Alexandre Langlois, ex-agent de renseignement, secrétaire général du syndicat Vigie. Alors, Loïc Hervé, vous étiez en train de nous expliquer qu'il y a des expérimentations, en effet, depuis un moment, dans 5 départements désormais, et donc pour cette réforme qui doit être généralisée à partir de 2023, et qu'il y a une expérimentation qui a été faite en Savoie, donc non loin de chez vous, et vous avez peut-être suivi un petit peu comment ça se passait sur place. Non, j'ai pas encore tout à fait les retours, parce que ce sont des expérimentations qui sont assez récentes. Donc, l'objectif de mes 2 collègues sénateurs, rapporteurs, c'est d'aller voir dans ces départements ceux qui ont démarré l'année dernière et ceux qui ont démarré en début d'année, de voir comment se passe cette réforme dans ces territoires. Vous savez, cette histoire de la création de directeurs départementaux de la police nationale, c'est une vieille idée. Hein. C'est pas le préfet Vaux ou Gérald Darmanin qui ont inventé ça. Ça fait longtemps que cette idée court dans les perspectives de réforme de la police nationale. Je précise évidemment que l'ensemble, et c'est vrai pour le renseignement territorial désormais, c'est vrai aussi évidemment pour la PJ, qu'il y aura maintien des directions centrales de ces différentes familles à l'intérieur de la police. Donc voilà, on a 3 mois, les 2 collègues rapporteurs Bellureau et Durin sont à l'œuvre et on va regarder ce qu'eux vont nous dire pour avoir une idée beaucoup plus claire. La LOPMI ne traite que de manière périphérique cette question-là. Il y a la création des assistants d'enquête pour soulager le travail des OPJ. Il y a dans le rapport qui est annexé à l'article 1er une évocation de cette réforme. Mais pour l'instant, la réforme, elle n'est pas dans la loi. Oui. Et est-ce que vous, de ce que vous avez pu entendre, notamment hier, et puis ce que vous avez pu lire sur cette réforme, est-ce que vous êtes inquiet d'un risque de perte d'indépendance, en tout cas vis-à-vis de l'enquête de la PJ? Alors, moi, je suis sur le principe, je ne suis pas hostile au fait qu'on ait une harmonisation de l'incarnation de la police au niveau départemental. Sur ce principe-là, je ne suis pas du tout hostile. Je suis très vigilant, mais c'est le cas de mes collègues sénateurs, évidemment, sur les questions des libertés publiques, puisque la PJ, c'est l'enquête. L'enquête, ce sont les interrogatoires, les affaires les plus sensibles. Donc évidemment, les questions d'indépendance de l'autorité judiciaire et évidemment des policiers qui sont mis aux dispositions des magistrats, ça m'intéresse. Et évidemment, on est très vigilant. Je ne crois pas du tout à l'instrumentalisation par les préfets, mais les préfets sont de grands serviteurs de l'État. Faire croire que dans tous les départements, les préfets seraient des personnes uniquement mues par des intentions qui seraient malveillantes vis-à-vis de la police judiciaire. J'y crois pas. Alors après, évidemment, c'est l'avenir qui le dira. Mais d'emblée, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit par rapport aussi à ceux qui incarnent l'État dans le département. Un préfet qui donnerait des consignes, par exemple, en matière judiciaire, sur une affaire judiciaire, je pense qu'il quitterait ses fonctions assez rapidement. Il faut être très clair, il n'y a pas de possibilité non plus d'empiéter de l'administratif, de l'organisation administrative de l'État dans le département vers l'autorité judiciaire. J'y crois pas du tout. Mais bon, si cette inquiétude existe, il faudra évidemment la lever. Et les travaux des 2 collègues rapporteurs sont là pour ça. Alexandre Langlois.
C'est-à-dire que c'est pas de la malveillance des préfets, si on prend sur ce côté-là, c'est que les préfets sont aux ordres du ministère de l'Intérieur, ils sont nommés par le gouvernement. Donc si le ministre de l'Intérieur vous dit vous faites tel tri ou telle chose sur tel dossier, ça peut arriver. Et malheureusement, dans le passé, il y a déjà eu des ordres d'affaires un petit peu troubles qui étaient remontés par la presse sur différents dossiers. Donc c'est pas le préfet qui est en cause, c'est plutôt la courroie de distribution, que c'est l'exécutif qui aura la main mise sur les enquêtes judiciaires, en tout cas en partie. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de direction centrale des renseignements généraux, c'est une sous-direction de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est aux ordres de la sécurité publique, donc il n'y a plus d'indépendance. La deuxième chose qui se passe aussi au niveau des réunions préfectorales, et c'est la chose aussi qui est à craindre, c'est qu'avant, il y avait 3 directeurs qui allaient aux réunions préfectorales. Le directeur de la sécurité publique, le directeur des renseignements généraux, le directeur de la police judiciaire et de temps en temps aussi le directeur de la police aux frontières suivant les départements. Ce qui se passe, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que il n'y a plus de directeur des renseignements généraux, c'est uniquement un sous-directeur au renseignement territorial qui vient et donc qui est sous les ordres du directeur de la sécurité publique. Qu'est-ce qui se passe quand les informations de la sécurité publique sont contradictoires avec celles du renseignement territorial? Parce que il n'y a pas les mêmes moyens d'enquête, il n'y a pas les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Ce qui se passe, c'est le directeur du renseignement territorial qui se tait parce qu'il est subalterne par rapport au directeur de la sécurité publique. Donc c'est quelque chose qui va se passer. Donc il n'y a plus de direction centrale. Nous avons des services centraux qui sont des services. Il n'y a même pas de services centraux, c'est des sous-directions ou des services adjoints. Donc en fait, il n'y a plus cette indépendance qu'il y avait avant, par exemple pour le renseignement. Donc ça, c'est marqué, c'est acté. Et donc les choses qui sont à craindre, c'est effectivement ce côté où le politique va donner des ordres directement au préfet et le préfet va se trouver avec des injonctions paradoxales en tant que serviteur de l'État, choisir de défendre peut-être un intérêt général ou quelque chose de plus grand, ou défendre des ordres politiques, parce que des fois les politiques ont aussi des intérêts qui peuvent être compris aussi différemment. Et c'est ce côté où il va être dans une position très inconfortable pour certains sujets. Donc aujourd'hui, les préfets ont déjà les directeurs sous leurs ordres, et ils les réunissent toutes les semaines. Qu'est-ce que ça va changer à ce niveau-là? Je ne sais pas, à part une perte d'indépendance et avoir juste une seule voix qui sera beaucoup plus compliquée, parce que justement, ce que je disais, c'est que ce qui est arrivé pour le renseignement, c'était il y avait certains endroits, il y avait des quartiers sensibles, on disait ça va pas, il se passe telle chose, tel problème. Mais oui, mais le problème, c'est qu'au niveau de la sécurité publique, il fallait dire que tout allait bien. Donc en fait, du coup, il y a une désinformation même des pouvoirs publics sur certains sujets pour justement pas froisser certains directeurs ou certains chefs de service. Mais est-ce que vous ne pensez pas, comme l'expliquait Loïc Hervé, que les préfets, s'ils sentaient cette forme de pression, préféreraient démissionner plutôt que d'être obligés d'exécuter certains ordres, certaines pressions? Je pose la question, combien on a vu de préfets démissionner ces dernières années? Voilà. Alors, moi j'avais une autre question, Loïc Hervé, concernant cette réforme de la police judiciaire qui est en train d'être mise en place. Finalement, avec le travail du Sénat, quel levier d'action aurait le Sénat, le Parlement plus généralement, pour s'opposer à la mise en place de cette réforme, si jamais elle y voyait des irrégularités ou des problèmes d'indépendance, justement de séparation des pouvoirs, etc. Mais je peux pas préempter les conclusions du rapport de mes. Bien sûr. Non, mais je dis quels sont les leviers d'action en général. Je vous réponds. Oui. Non, mais je peux pas préempter les conclusions parce elles seront présentées dans 2 mois et demi ou 3 mois à la fin de la mission qu'ils vont conduire, qu'ils sont en train de conduire. Et c'est normal que cette mission commence par l'audition du préfet Vaux. Évidemment, les syndicats de policiers et notamment des syndicats de PJ, enfin des représentants de la PJ, seront au cœur des discussions. Le Parlement, il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Il est là, évidemment, pour écrire la loi. Donc, je vous disais que dans la LOPMI, il y avait très peu de choses sur la réforme de la PJ. Mais dans les 3 mois qui viennent, et on sait très bien que la réforme ne sera pas mise en place au 1er janvier 2023. D'ailleurs, Frédéric Vaux l'a dit lui-même hier. On a le temps nécessaire pour formuler des préconisations sur la base de ce qui nous sera dit de manière très générale. Donc le Parlement, il est là pour faire des propositions. L'Assemblée nationale, j'imagine, aura aussi son mot à dire sur une organisation, une réforme qui n'est pas uniquement législative, qui est aussi réglementaire, et sur lequel, évidemment, les parlementaires peuvent avoir un avis, et évidemment peuvent se positionner et demander au ministre de l'Intérieur comme aux différents responsables de la police de rendre des comptes au Parlement, ce qui est le sens de notre Constitution. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, Gérald Darmanin lui-même sera invité à venir devant la Commission des lois et devant nos deux rapporteurs pour exposer sa réforme et son avis. Le nombre de questions des sénateurs hier à Frédéric Vaux témoigne de la
sensibilité du sujet, Oui. du fait que dans nos départements, nous avons été alertés par les policiers de la PJ sur les inquiétudes que j'entends de leur part. Et après, évidemment, le Sénat sera là, comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale, l'ensemble du Parlement sera là pour faire des propositions concrètes. La mission, l'audition hier de M. Frédéric Vaux a duré combien de temps environ? Elle a duré près de 2 heures. Ah oui, d'accord. Donc, il a vraiment été soumis à la question, comme on dit. Est-ce que, Alexandre Langlois, finalement, il ne faut pas aussi laisser le temps, d'abord des expérimentations, ensuite du travail parlementaire, avant de commencer à lever le bouclier? C'est justement, j'allais venir sur ce point-là, c'est qu'il y a des expérimentations en cours. Donc les retours des collègues sur place, c'est pas exceptionnel, mais ce qui est inquiétant, c'est que le gouvernement veut aller vite et n'attend pas la fin des expérimentations. Les parlementaires n'ont pas le retour d'expérimentation non plus. Donc comment se prononcer sur quelque chose? On met des choses pour voir comment ça se passe et on dit on va pas attendre le résultat, on va tout de suite avancer. C'est quand même, ça pose question. Si on a vraiment le temps, pourquoi tant de précipitation? Le retour de l'expérimentation devrait être donné quand, ce rapport sur l'expérimentation des départements? C'est un grand mystère, justement, mais en tous les cas, l'avancée pour le moment, il n'y a pas de date de retour d'expérimentation. En tous les cas, je l'ai pas en mémoire. Et du coup, c'est la question qui se pose. Pourquoi se précipiter s'il n'y a pas urgence? Oui. À cette question-là, Loïc Hervé, moi, j'ai pas vu de précipitation. Moi, je ne vois pas de précipitation. Le Parlement a 3 mois pour rendre son rapport. En tout cas, le Sénat à lancer cette mission. C'est notre pouvoir propre. C'est nous qui avons décidé de lancer cette mission sur la réforme de la police judiciaire, avec, comme je vous l'ai dit, deux collègues qui sont de bords politiques totalement différents. Une sénatrice, les Républicains, un sénateur PS. Oui, ce qui est très bon signe pour la vitalité démocratique, d'ailleurs, d'avoir cette diversité politique, l'étiquette. Mais c'est comme ça qu'on travaille au Sénat. Alors, c'est vrai que ça change. On n'est pas habitué. On aime bien quand les gens se tapent sur la figure en politique et plutôt que d'avoir une démarche collective. Et moi, j'ai trouvé j'étais assis à côté d'eux hier, donc, puisque moi, je suis rapporteur de la loi périphérique dont je vous parlais. Donc, j'étais assis à côté de mes 2 collègues. Je peux vous assurer qu'ils ont prévu d'entendre absolument tout le monde. Donc, il n'y a pas de... moi, je vous donne mon avis très personnel sur le fait qu'en tant que sénateur d'un département, je trouve que le fait d'avoir un interlocuteur unique pour la police est une bonne chose, sur le principe, et que un peu sur le modèle de la gendarmerie, et d'avoir un interlocuteur qui nous permet, nous, en tant que, notamment pour ce qui est de l'ordre du contrôle de l'action du gouvernement, c'est quelque chose d'important. Vous savez, moi, je m'intéresse aux questions de sécurité intérieure depuis plusieurs années, et j'étais rapporteur de tous les projets de loi sur les questions ou propositions de loi sur les questions de sécurité intérieure. Sécurité globale, sécurité intérieure et responsabilité pénale, matras et tout. Donc, moi, je sens bien, et j'ai pas de difficulté en plus à échanger avec les interlocuteurs qui sont les miens dans le département. Mais je me dis que en soi, je vois pas le mal dans cette réforme-là. En revanche, je reviens, j'entends ce qui se dit dans les services de PJ sur les inquiétudes, et là-dessus, il faut trouver des réponses. Et évidemment, le Parlement va dégager ces interrogations-là et va faire des propositions, et après, on verra ce que le gouvernement nous dit. D'accord, ok. Alexandre Langlois, première chose, est-ce que finalement ça vous rassure de vous dire qu'il y a quand même des parlementaires, des sénateurs qui sont en train de suivre la question de près? Et puis, sur cette question de l'interlocuteur unique, ça vous pouvez comprendre? Alors, il y a 2 choses. Que les sénateurs suivent le sujet, oui, et le Sénat a toujours envie de cette qualité, en tous les cas, de projet sur le long terme et de faire les choses. Par contre, ce qui m'inquiète plus, une fois de plus, c'est pas le travail du Sénat. Au contraire, on a pu montrer son utilité toutes ces dernières années et dans quelque chose de constructif avec les sénateurs avec qui j'ai pu travailler. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement ne donne pas toutes les clés au Sénat pour qu'ils prennent tous les éléments de réponse et toutes les bonnes décisions. C'est-à-dire que si jamais les expérimentations étaient données au Sénat, ça faciliterait leur travail. Pourquoi le gouvernement ne le dit pas à telle date, on va faire telle chose, telle chose. Voilà. Ensuite, sur mais le Sénat a peut-être unique, le pouvoir d'aller chercher tout simplement les résultats de l'expérimentation. C'est ça, mais c'est toujours faire double travail. Donc des fois, c'est compliqué. Et puis des fois, il y a des expérimentations et des travaux qui sont faits et le gouvernement n'en tient pas forcément compte. Donc là, c'est pas le gouvernement actuel, mais sur les falsifications des chiffres de la délinquance, il y a eu 2 rapports parlementaires qui prouvaient qu'il y avait des falsifications. Il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'administration et aujourd'hui encore, les chiffres de la délinquance sont un petit peu pas falsifier, le terme serait peut-être un peu fort, mais en tous les cas minimisé, par rapport aux préjudices subis par les victimes. Sur l'interlocuteur unique, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a déjà un interlocuteur unique dans les départements du ministère de l'Intérieur, il s'appelle le préfet.
Et c'est son rôle de coordonner tous les services. Donc là, on est en train juste de refaire un nouvel étage à la fusée en disant on va refaire un étage. Ça va être un coordinateur au niveau de la police. Donc il va y avoir une perte de qualité de remontée d'informations parce que les sujets traités sont tellement vastes pour une seule personne qu'on peut pas tout avoir. Et il y a aussi une perte de qualité d'objectivité parce que quand il y a des services qui vont avoir des rapports contradictoires sur une réalité qui n'est pas vécue de la même façon suivant les services parce que les objectifs sont différents, et ben effectivement, il y aura qu'un seul son de cloche. Donc je pense que c'est un appauvrissement de l'aide à la décision pour le préfet, qui est normalement déjà la personne unique dans le département qui gère les choses. Loïc Hervé, cette question du préfet, personne unique, finalement, vous trouvez que c'est mieux encore qu'on continue de simplifier au sein de la police? Non, mais le préfet n'est pas le patron de la police dans le département. Le préfet est le représentant de tous les membres du gouvernement. Le gouvernement dans son entier, c'est le représentant de l'État, plus précisément de l'État exécutif, dans le département. Dans les questions de l'organisation interne de la police nationale, aujourd'hui, comme ça a été rappelé de manière tout à fait juste par mon interlocuteur. Alexandre Langlois. Oui, par M. Langlois. Évidemment, quand il y a un colonel direct qui est le patron des gendarmes, il y a plusieurs responsables des services de police qui sont autour de la table. Donc voilà, c'est tout. Après, on peut estimer que c'est un étage de plus. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir une incarnation unique. Mais j'entends encore une fois les craintes et les objections. Mais vous savez, à suivre finalement. Vous savez, moi, ma principale crainte, c'est que à force de ne pas se satisfaire de la situation actuelle et de condamner toutes les réformes qui sont prévues, finalement, on fait rien et on laisse notamment l'institution police dans l'état où elle est. Et je ne suis pas sûr qu'in fine, on fasse progresser vraiment le schmilblick. Je comprends votre position et après on peut comprendre les inquiétudes des policiers de la PJ qui parlent de perte d'indépendance, etc. alors que c'est très très important pour leurs enquêtes. Donc Alexandre Langlois, vous voulez le mot de la fin pour conclure cette table ronde ? Le mot de la fin, c'est pas forcément le mot de la fin, mais c'est effectivement il y a une perte, une inquiétude pour les policiers de la PJ. Il y a aussi quelque chose que les politiques doivent prendre en compte, c'est qu'il y a déjà du mal à recruter à la PJ, parce que c'est un travail très exigeant. Et si demain il n'y a plus personne qui veut faire les enquêtes, voilà, ce sera terminé. Circuler, Madame la Marquise, tout va bien en France. Il n'y a plus de problème parce qu'on les aura cachés sous le tapis. Donc aussi penser à l'attractivité de la profession qui est très exigeante, très contraignante. Les gens sont prêts à faire des sacrifices parce que justement le métier est intéressant. Et demain ils veulent pas justement avoir à subir d'être mis dans le quotidien général, d'avoir toujours leur possibilité d'enquête et le budget indépendant. Et quelque chose aussi que certains ont pu subir quand ils étaient au renseignement, et j'espère qu'ils ne feront pas la même chose avec la PJ, c'est que certains voulaient sortir de la voie publique pour arriver dans d'autres services. Mais on leur dit attention. Vous êtes toujours affecté sécurité publique. Donc, si vous êtes passage, demain, il n'y aura pas besoin d'arrêter. Vous serez plus protégé par un arrêté particulier. Vous serez plus protégé par quelque chose qui vous affecte à tel service de très fort. Et on pourra vous mettre demain dans un autre service pour vous punir, en fait. Il y a aussi ce côté derrière qu'il faut voir. Donc, les réformes, oui, il faut réformer la police. La police a besoin de réformer et de dépoussiérage. Encore faudrait-il le faire avec les premières personnes concernées, qui sont les policiers, et les victimes aussi, qui sont usagers du service public, qui sont aussi malheureusement souvent oubliés. Donc on peut pondre des belles réformes avec des gens avec des cerveaux très bien formés à la tête de l'État, mais la réalité de terrain est des fois tout autre, et les gens qui usent ce service public aussi ont des attentes qui ne sont pas forcément là dans la qualité de prise en charge des victimes. Mais ce qui est sûr, c'est que la mission d'information, elle compte entendre aussi beaucoup les policiers de la police judiciaire. Donc au moins on aura ce rapport-là qui sera complet. Mais voilà, il faut attendre, il faut être patient aussi pour avoir ces retours, et puis attendre, comme vous le disiez, les expérimentations qui ont lieu en ce moment en France et notamment en Savoie. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, on a introduit le sujet. Finalement, on comprend qu'il faudra vraiment le suivre dans les prochains mois. Merci Alexandre Langlois, ex-agent du renseignement, secrétaire général de syndicat Vigie, et Loïc Hervé, sénateur UC de Haute-Savoie, co-rapporteur du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI dont on parlait il y a quelques instants, puis membre de cette commission des lois également, qui a réalisé cette audition de M. Frédéric Vaux hier. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.